Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit comme invité Oumar Abouna, un expert fiscal que nous avons découvert à l'atelier de renforcement des capacités des conseils nationaux sur les techniques d'évaluation des politiques publiques. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, expert Oumar Abouna, lors de l'atelier de renforcement des capacités des conseillers nationaux sur les techniques d'évaluation des politiques publiques, ils ont particulièrement insisté sur le passage du budget moyen au budget programme. Nous nous faisons le devoir de revenir sur les points forts de cet atelier qui a été organisé à l'intention de nos conseils nationaux. L'élaboration du budget 2019-2020, on nous a quand même rappelé comme quoi maintenant le budget va être changé, il va être orienté un peu vers le budget programme. Nous avons mis en place nos techniciens à la disposition du ministère des Finances. Nous avons élaboré nos projets avec les actions, les activités et tout ça. Ça fait déjà de cela 3 ans, mais jusqu'à là, il n'y a pas une mise en œuvre concrète. La zone CEMAC tarde à mettre n'est-ce pas, en vigueur, n'est-ce pas, le budget programme. Et ma question est de savoir, est-ce que les pays africains hors CEMAC ont déjà expérimenté ce budget programme? Si oui, pourquoi ne pas, n'est-ce pas, contraindre la zone CEMAC à y adhérer? Je voudrais savoir si les grandes institutions, ou bien une institution comme l'Assemblée nationale, peut également avoir ce budget programme pour l'exécution de son budget annuel, ou bien triennal. Voilà, expert Oumar Abouna, vous venez là de suivre la réaction de nos conseillers nationaux sur le concept budget programme. Un concept peu connu du grand public. Le budget programme, de façon très simple, c'est un budget pour lequel nous sommes passés d'un budget des moyens où, entre-temps, il y avait un budget, il fallait le consommer, on ne demandait pas de résultats. Les postes budgétaires étaient fournis, les ministères les dépensaient, à la fin de l'année, on renouvelait, c'était un éternel. On n'arrivait pas à voir. Mais les politiques publiques ont fait en sorte qu'il fallait revenir dans quelque chose qui était palpable, qui est visible et pour lequel on peut se prononcer. Donc en cela, il y a eu cette évolution et moi je pense que pour revenir sur la question, je vais faire une petite rétrospective pour nous situer. Jusqu'à la mise en place de la LOLF, qui en 2014 a été initiée par le gouvernement, adopté par l'Assemblée et promulgué par le président de la République, le Tchad a toujours fonctionné, notamment notre système financier s'est reposé sur le régime financier que nous connaissons tous et qui date du 11 mai 1962. Il est encore en vigueur dans certaines de ces parties puisque nous n'avons pas respecté les obligations découlant de la loi 04, la loi organique relative aux lois de finances au Tchad. Elle est encore en vigueur, cette ordonnance-là. Malheureusement, elle est encore en vigueur. Et le budget programme, il n'est pas d'actualité au Tchad, il faut le dire tout de suite. Donc ce passage-là, il est tout à fait normal, parce qu'à un moment donné, les citoyens lambda soient instruits, soient expliqués, soient mis devant un certain nombre d'éléments qui lui permettent de comprendre à quoi servir l'argent qu'on lui a prélevé. Que ce soit à travers les impôts, à travers les diverses cotisations administratives et autres, il voulait savoir. Mais la principale préoccupation, c'était quoi? C'était de faire en sorte que la modernisation des finances publiques puisse adopter un certain nombre de comportements. Et le budget programme, c'est d'abord un comportement. Or, ce comportement, nous ne l'avons pas totalement intégré en nous-mêmes au Tchad. Et pour ce faire, il y a ce qu'on appelle d'abord, à un moment donné, comment nous sommes arrivés. Parce que parler du budget programme, sans parler des éléments antérieurs qui nous ont amenés à la mise en place du budget programme, du moins au souhait que la communauté a voulu que chaque État mette en place le budget programme, il va falloir repartir un peu en arrière pour expliquer cela. Donc, à un moment donné, les États partis, c'est-à-dire les États
de la zone CEMAC, à l'image des autres pays de la zone de l'UMOA, on pensait que notre gestion budgétaire était une gestion obsolète qui ne rendait pas compte. Parce que le rendu compte et le rendre des comptes était obligatoire. Entre rendre le compte et rendre des comptes, c'est deux choses différentes qu'il fallait déjà intégrer. À un moment donné, des innovations s'imposaient pour mieux recadrer le budget, l'exécution budgétaire et le rendu compte à l'Assemblée et permettre au Parlement de mieux contrôler. C'est ainsi que des directives ont été initiées dans la zone CEMAC en 2006. Ces directives, on les a mis à l'épreuve et l'on a constaté que ces directives n'étaient pas totalement complètes. On les a révisées et on les a chapeautées par une autre directive, la directive 6 qui était le code de transparence et de bonne gouvernance. C'est-à-dire ce qu'on recherchait, en fait, ce qu'on recherche maintenant, à travers la mise en place du budget programme, c'est la bonne utilisation des ressources. On a mis en place ce qu'on appelle les directives. Et on a demandé à chaque État d'internaliser les directives dans ses propres textes intérieurs. C'est ainsi que le Tchad, en 2014, a déjà mis en place la LOLF, qui n'est pas, je dirais, pas d'application totale, mais une bonne partie n'est pas appliquée. Parce que si elle était appliquée, on devrait forcément déboucher sur le budget programme. Donc, effectivement, le budget programme devait commencer déjà à être exécuté au Tchad depuis 2014. Non, on nous a donné un délai qui était un délai glissant. Donc, les pays avaient jusqu'en 2013 pour internaliser. Nous, malheureusement, on a internalisé en 2014 et après, c'est en 2016 qu'on a mis en place les 5 décrets. Le décret 320, le décret 321, 322, 323 et le décret sur la bonne gouvernance qui était le code. Ces décrets datent d'avril 2016. Depuis lors, c'est le statu quo. Ces décrets ont été créés. Le décret, par exemple, 319 portait sur le règlement général sur la comptabilité publique. Donc, c'est la nouvelle responsabilité des comptables publics. Le décret, par exemple, 220, c'était sur la nomenclature budgétaire de l'État. Il y a un autre décret sur le tableau des opérations financières de l'État. Il y a un autre qui était sur le plan comptable de l'État. Et le code de transparence et de bonne gouvernance additionné à la LOLF. C'est le tout que doit faire l'arsenal, qui se subdivise en deux, le volet juridique et le volet comptable et statistique, qui devrait permettre une plus grande vision de l'exécution budgétaire. Malheureusement, pour en arriver à ça, il fallait faire un certain nombre de concepts. Parce que le budget programme en lui-même, il est exécuté, mais au finish, on veut que l'État soit géré comme une entreprise. Qu'à la fin de l'année, l'État produise un bilan, genre compte patrimonial, dans lequel on a à l'actif, par exemple l'immeuble de l'ONAMA, les écrans que nous voyons ça, les paniers et ainsi de suite, les restes à recouvrer, et au passif, par exemple, tout ce que l'État doit et tout ce que l'État doit aussi payer aux autres, les restes à payer. Malheureusement, pour faire ce travail-là, c'est de longue haleine. Donc, on nous a donné un délai glissant pour lequel il fallait faire jusqu'à 8 ans. Malheureusement, les 8 ans, nous les avons dépassés. Maintenant, la 10e année, et au moment où nous vous parlons, certains pays, pour répondre à nos conseillers, là, certains pays tels que le Cameroun, le Gabon, ont en partie mis le budget programme et ils sont très avancés. Mais au Tchad, on ne l'a pas du tout commencé. Il était question, il y a 2 ans, c'était l'année dernière, on en parlait du budget programme en 2021. Mais moi, je pense que le budget programme, si on veut le mettre au Tchad, il faut encore attendre quelques années. Parce que ça suppose, en amont, la mise en place d'un certain nombre de structures, la formation des gens dans les ministères, les responsables au niveau des programmes, les chefs des missions, il faut leur expliquer. Ensuite, les activités et des statistiques, des indicateurs, des objectifs et comment attendre les résultats. Or, vous savez au Tchad qu'en matière de statistiques, on n'a pratiquement pas. Donc, vous ne pouvez pas faire un budget programme si vous n'avez pas fait. On n'a pas ce qu'on appelle une comptabilité matière. Aujourd'hui, notre pays, pour en arriver un peu sur le budget programme, il faut que vous connaissiez l'existant. Mais aujourd'hui, l'existant, quand vous demandez au Tchad quel est l'existant en matière des biens meubles de l'État, les maisons, on ne le connaît pas. Oui, expert de manière succincte, comment peut-on donc passer du budget moyen au budget programme après ces explications? Mais ces explications sont simples. Il va falloir d'abord déterminer ce qu'on appelle les missions. Donc ça va même changer l'organisation du fonctionnement des ministères. Le budget va être un budget glissant, pluriannuel. C'est-à-dire que c'est sur une année, 2, 3, la 3e année que vous pouvez constater. Quand vous démarrez la construction d'un immeuble comme celui-là, nous l'avons tous vu,
On peut dire que ça, c'est un programme. La mission, par exemple, du ministère de la Communication, c'était de construire les programmes, de construire ça, de payer les salaires, d'équiper et ainsi de suite. Maintenant, au bout de 3-4 ans, on a vu la finalisation. Vous ne pouvez faire que ça. Donc la mise en place, c'est d'abord la mise en place des moyens qui sont des moyens conséquents et sur lesquels on est en train de vouloir d'une année à l'autre dégager des sommes pour faire. C'est une nouvelle mode de gestion qui en appelle à une déconcentration même de la gestion financière de l'État. C'est-à-dire que les ministres vont devenir eux-mêmes les ordonnateurs de leur propre budget. Il y aura autant d'ordonnateurs que de postes ministériels. La fonction même du contrôleur financier va être déconcentrée vers les ministères pour permettre une plus grande fongibilité des crédits, une plus grande utilisation des crédits, une plus grande proximité avec les chiffres, un plus grand rapprochement des centres de décision et ainsi de suite. Donc tout ça n'étant pas mis, moi je pense qu'il serait très difficile de parler de budget programme en ce moment-ci. Mais le contexte dans lequel nous sommes, moi je pense qu'il faut toujours commencer. Hein, c'est un pas qui fera 10 pas, mais tant qu'on ne fera pas un pas, on restera toujours là où nous sommes. Oui. C'est là la question. Oui, en suivant votre logique, c'est-à-dire dans le budget programme, chaque département ministériel doit venir, par exemple, au Conseil national de transition, ou soit au niveau de l'Assemblée nationale, défendre son budget. Nous prenons par exemple le ministère de la Communication. Le jour de l'examen de la loi des finances, c'est-à-dire le ministre de la Communication vient ici défendre le budget de son ministère, ou bien? Oui, il ne faut pas écarter le ministère des Finances, qui reste quand même l'élément centralisateur de l'ensemble des prévisions. Un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Mais chaque ministre va élaborer le cadre d'exécution de son budget sur 3 années, avec ce qu'on appelle les missions, les programmes et les activités. Et il va les évaluer. Et c'est en évaluant que le ministère des Finances va quantifier. Et c'est l'ensemble de ses besoins en termes de dépenses qui vont être centralisés et faire un budget annuel, triannuel qui est glissant. Mais chaque ministre aura la latitude de disposer de son argent à tenter en fonction du saucissonnement. Si la première année, sur les 3 années, il a demandé 400 milliards et qu'il demande les 200 milliards la première année, à la fin de la première année, la question qui va se poser, est-ce qu'il a reçu les 200 milliards? Oui, le ministre a reçu les 200 milliards. Sur les 7 programmes, combien a-t-il fait? Normalement, il doit en arriver par rapport au programme sur les 3 années. S'il a eu 200 milliards sur 3, ça veut dire qu'il a eu les 2 tiers. Donc normalement, il doit arriver déjà au moins à 66% de réalisation du programme projeté sur 3 années. S'il n'arrive pas, s'il est à 40%, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il n'a pas reçu les ressources, soit il a reçu les ressources, mais l'effectivité des opérations n'ont pas été faites. Et il faut rechercher pourquoi cela n'a pas été fait. Est-ce que le retard était dû au niveau de la confection des marchés publics, au niveau des démarrages des activités, au niveau des bureaux de contrôle? Les raisons doivent, si c'est des raisons valables, tant mieux. Et puis après, dans ça aussi, dans cette affaire de budget programme, il y a ce qu'on appelle également la fongibilité des crédits. C'est-à-dire que d'un moment à l'autre, là, les choses peuvent passer. Donc ce qu'on n'a pas consommé, on peut le consommer, on fait un report. C'est ça aussi l'avantage. Donc chaque gouvernement, chaque ministre est tenu d'aller défendre maintenant son budget, tout comme le ministre des Finances viendra défendre son budget. Et il y aura une plus grande lisibilité puisqu'on sait à quoi a servi l'argent. Quels sont les programmes de l'année, par exemple, 2022? C'est 112 programmes. Combien de programmes ont été entièrement réalisés par rapport à ce qui a été fixé? On en a réalisé, par exemple, 108. Les 4, on ne les a pas réalisés pour des raisons qui sont évidentes. Et pour ce faire, il faut que chaque ministère soit formé les responsables des missions, les responsables des programmes. Il faut qu'on fait ce qu'on appelle, du point d'ordre technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a les PAP et les RAP. En début d'année, on fait ce qu'on appelle les projets annuels de performance. Donc le ministère se projette pour dire que je vais faire ça. Et en fin de l'année, ils font ce qu'on appelle le RAP, le rapport annuel de performance, pour dire voilà. Et ce sont ces rapports-là agrégés qui font le rapport général que doit présenter le gouvernement devant l'Assemblée nationale. En importance pour un pays comme le nôtre. Pour un pays comme le nôtre, il est immensement important pour eux, immensément rentable pour nous. Déjà que nous sommes un pays pauvre, nous avons peu de moyens. Donc le peu qu'on a, il faut qu'on l'utilise à bon escient.
On va pas parler de la notion d'efficience, d'efficacité, d'économie. On en a parlé un peu dans le cadre de nos politiques. Mais qu'on arrive quand même à utiliser avec efficience le peu que nous avons. Donc c'est un. De deux, il ne faut pas se le cacher. Le budget programme va réduire énormément les gâchis financiers. La corruption. Oui, ça va réduire. Et même va, à la limite, même atténuer le taux de corruption ou la corruption de façon générale. Parce mais comment puisque les ministres ont de l'argent pour faire des programmes. Oui, mais comment le budget programme peut-il être un instrument de lutte contre la corruption? Mais un instrument de lutte, vous avez dans votre programmation demandé 2 milliards pour faire par exemple un bâtiment. À la fin de l'année, il faut que vous justifiez de l'effectivité du bâtiment que vous avez demandé pour les 2 milliards. Vous êtes obligé de faire dans votre rapport que le bâtiment ou la structure ou le mobile pour lequel vous avez demandé les 2 milliards sont effectivement réalisés. Et maintenant, en cela, l'Assemblée nationale doit faire ce qu'on appelle l'évaluation des politiques publiques pour voir si le bien a été réalisé. Oui, il a été réalisé. Est-ce qu'il a été réalisé avec l'argent? Oui. Est-ce qu'il a été bien réalisé? Est-ce qu'il a été réalisé à temps? Ça, c'est le premier. Le second, c'est qu'on voit des choses effectives qui vont se passer. Ça, c'est la question fondamentale. Si les gens ont réfléchi, c'est ce qu'on appelle une plus grande responsabilisation des acteurs budgétaires. Donc, les acteurs budgétaires, maintenant, ont des comptes à rendre. Eux-mêmes, ils vont rendre des comptes. Ça aussi, ça, c'est l'avantage. Lorsqu'on passe de la logique des budgets moyens au budget de performance ou de la gestion axée sur les résultats, puisqu'on vous demande des résultats, mais vous êtes obligé maintenant de faire attention à tout ce qui sort. Et chaque responsable de programme est responsable de son programme. S'il n'a pas atteint les objectifs, qu'il explique pourquoi. C'est tout un processus, le budget programme. Dans votre présentation, vous dites en ce moment que le budget programme doit s'exécuter au bout de 3 ans. Oui. C'est-à-dire désormais, avec cette nouvelle donne, les lois de finances ne vont plus passer devant l'Assemblée nationale toutes les fois, chaque année. Forcément, ils vont revenir. Pourquoi? D'abord pour 2 raisons. Ne serait-ce que par le biais de lois de finances rectificatives. S'il y a un certain nombre d'éléments qui viennent d'entrer, on est obligé de les prendre. Mais le budget triennal tel qu'il s'exécute, lorsque l'Assemblée le vote, il le vote pour 3 années. Mais chaque année, s'il y a des réajustements à faire, le gouvernement n'a pas le pouvoir de réajuster la loi des finances. C'est l'Assemblée qui a le pouvoir d'accepter les réajustements que lui propose le gouvernement. Donc ça va revenir forcément d'une autre. Si à un moment donné, on estime qu'on a plus de recettes quelque part et qu'on peut ajouter 1 ou 2 programmes en plus que nous avions prévu peut-être dans les 4-5 ans, alors qu'on peut les mettre à partir de la 2e année, c'est tout à fait normal, on peut réajuster cette loi-là. Mais dans tout le cas, la décision elle revient à l'Assemblée nationale. Mais à ce niveau, quel serait donc le nouveau rôle de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen des lois de finances à travers le budget programme? Le nouveau rôle de l'Assemblée, je dirais, il est plus qu'important. Il est plus qu'important parce que le renforcement du rôle de l'Assemblée passe d'abord par ce qu'on appelle le rendu compte. Vous savez que l'autorisation de prélèvement des recettes, des ressources de l'État, des recettes et des dépenses est toujours soumis à l'attention de l'Assemblée nationale qui donne mandat au gouvernement de prélever, d'exécuter et de lui rendre compte en fin d'exécution. Et il revient à la Cour des comptes de produire ce qu'on appelle le rapport sur l'exécution de la loi de finances. Et en ce moment-ci, il y a 2 éléments qui entrent en jeu. Peut-être que le commun des mortels ne le sait pas, mais qu'au niveau de l'Assemblée, certains députés de l'ancienne législature et les nouveaux conseillers sont là pour le comprendre. Il y a ce qu'on appelle la déclaration générale de conformité et la loi de règlement. La loi de règlement vient clôturer l'exécution du budget, c'est-à-dire à charge pour le gouvernement de venir rendre compte à l'Assemblée pour lui dire en début d'année, vous m'avez autorisé de prélever 1000 milliards et d'exécuter 1200 milliards. Le gap, on doit le financer par des emprunts, des aides, dont prêts et projets, de 200 milliards. Voilà, nous sommes à la fin de l'année, j'ai exécuté ça. Et c'est en ce moment-ci que le gouvernement, en Conseil des ministres, prépare une loi de règlement pour clôturer l'exécution du budget. L'Assemblée nationale, au vu du rapport
d'exécution de la loi de finances et la déclaration générale de conformité de la Chambre des comptes, fait une confrontation entre le compte du trésorier payeur général, c'est ce qu'on appelle le compte de gestion, l'ensemble de centralisation de toutes les écritures, et le rapprochement avec le budget de l'ordonnateur principal du budget de l'État. Mais même dans le nouveau cadre, il faut le souligner, ce n'est pas parce qu'il y a un budget triennal où tous les autres ministres sont ordonnateurs, le ministre des Finances reste le centralisateur de l'ensemble des ordonnancements. Donc il doit aussi produire un compte, ce qu'on appelle le compte administratif et le compte de gestion. Et c'est en ce moment que l'Assemblée se prononce pour donner quitus au gouvernement pour dire que je suis satisfait de votre gestion, vous êtes clean, vous pouvez partir. Ça, c'est au bout de 3 ans. Ça, c'est au bout d'une année, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. C'est-à-dire à chaque année, on doit... Chaque année, normalement, puisqu'on est dans l'ancien système, on est toujours dans le cadre de la loi 1162 du régime financier, on est encore dans le régime du budget annuel. Moi, je pense que cette activité-là, on est en train de la faire aussi bien à la Chambre de comptes de la Cour suprême qu'au niveau de la Commission Finances Assemblée. Ils sont en train de travailler. Beaucoup de lois de règlement ont été adoptées. Et ça, j'en sais quelque chose puisque je suis aussi un des artisans de ce travail-là, puisque j'ai quand même passé 17 ans à la Cour suprême, dont 16 ans à la Chambre de comptes. Donc j'en sais quelque chose. Même malheureusement, peut-être je le souligne là, nous le travail n'a pas suivi. Il y a eu parfois des retards pour lesquels le Parlement, qui en fait le gouvernement reste soumis au contrôle du Parlement. Le Parlement devrait rappeler à l'ordre le gouvernement pour certains comptes qui viennent une année après, 2 années après. Voilà un peu de quoi que sur le coulées des X sur lesquels on doit. Peut-être une dernière question. Vous avez l'habitude de suivre les débats à l'Assemblée nationale sur l'examen des lois de finances qui, quelquefois, en une journée, sont évacuées. Alors, votre commentaire en tant qu'expert fiscal? Non, mon commentaire serait plutôt en tant que citoyen, puisque, je l'ai dit, en tant que fiscal, je ne me gêne pas. Je suis quand même du ministère des Finances. Moi, je pense qu'en un jour, on ne peut pas examiner une loi de finances. Si vous suivez les autres États, le projet de budget de l'année N+1 est déposé début octobre, déjà sur la table. Malheureusement, chez nous, ça arrive le 28, 29, parfois c'est le 30 et parfois même... Est-ce que ça respecte comme le délai constitutionnel? Mais une fois de plus, moi, vous me direz, c'est la faute à qui? C'est la faute à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a le pouvoir de coercition. L'Assemblée nationale peut dire au gouvernement que si vous ne nous amenez pas... D'ailleurs, si vous prenez la loi 2014, la loi de finances, la LOLF, il est dit quelque part vers les articles 125 ou 126 que le gouvernement, à travers le ministère des Finances, s'oblige à déposer au plus tard 15 jours après le trimestre échu la gestion financière et comptable pour permettre déjà à l'Assemblée de préparer la nouvelle vision de la loi qui va venir. Malheureusement, moi je pense qu'aucun ministre ne l'a fait et aucune structure de l'Assemblée ne l'a demandé. Et ça, moi je pense qu'il faut plutôt revoir aussi. Je ne donne pas de conseils, je ne prétends pas tout connaître. Mais de par les quelques expériences que j'ai à droite, à gauche, il m'a été donné d'être appelé par Afritac et par la CEMAC de procéder à la formation des parlementaires, Sénat, Assemblée. Des Tchadiens ont participé aussi à des formations auxquelles j'ai participé comme instructeur. Ailleurs, les autres pays, quand je discute avec eux, le Gabon, le Congo, c'est qu'ils ont une loi très simple qui permet à l'Assemblée d'avoir la main. C'est que tous les députés qui ne sont pas reconduits là, à chaque année, là, ils gardent 10% du nombre de l'Assemblée échue là, comme étant des fonctionnaires parlementaires. Députés, hein. Donc ils deviennent fonctionnaires de l'Assemblée. Ils ne touchent pas les perdièmes de session, mais ils ont les salaires des députés. Et ces gens-là restent comme étant la mémoire. Oui, c'est la mémoire, c'est eux qui font c'est eux qui font le travail. C'est eux qui encadrent les nouveaux députés. Malheureusement, chez nous, parfois, quand vous avez une nouvelle assemblée, c'est les 4/5e qui s'en vont, si ce n'est pas les 9/10e. Donc les gens se retrouvent entre nouveaux, on ne sait pas le sens de taper les épaules, la tête dans le couloir, on a déjà fait 2-3 ans. Et à la fin de l'année, on ne tire pas grand-chose. Moi, je pense que, comme on le dit, on n'invente pas la roue. Ce qui est bien ailleurs, il faut prendre, il faut le mettre chez nous. On a des gens qui ont passé 10-15 années à l'Assemblée
Et on les voit après repartir dans comme chefs de service. Parfois, ils sont devant les maisons. Ces gens-là, on peut les récupérer à l'Assemblée pour en faire des fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Et parfois, même, on dit qu'il y a des cadres qui chôment. Et des cadres de très bon niveau qui sont au plan, aux finances, à l'agriculture. Mais ces gens-là, l'Assemblée en a besoin pour étudier toutes les lois. Des cadres même de la police. Il y a 2 jours, le CNT, ou il y a une semaine, le CNT a examiné une loi sur le statut particulier de la police. Mais si vous avez les commissaires aujourd'hui qui ont un très bon niveau, qui ne sont pas utilisés, ceux-là, on peut en prendre 2 ou 3. On peut en prendre dans tout, même ici chez vous, pour vos lois de l'ONAMA, la loi sur la communication, la loi sur la presse, là, les anciens responsables là, peuvent se retrouver à l'Assemblée nationale pour essayer d'être des conseillers, des personnes de ressources. Et c'est comme ça qu'on développe la qualité de l'enseignement. On vient pas, il n'y a pas une fonction de député. Le député vient faire un mandat. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui puissent l'appuyer pour qu'il fasse bien son mandat. Évidemment, je ne me porte pas en donneur de leçons, mais c'est ma petite contribution et j'ai vu que les choses se partent ailleurs. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ici prend fin notre rendez-vous de ce soir. Nous venons de recevoir sur ce plateau l'expert fiscal Oumar Abouna. Il était question au cours de cette émission du passage du budget moyen au budget programme. Au revoir et à la semaine prochaine.